La cour de la Sorbonne rugissait de joie quand ma sœur jumelle a gagné un voyage en Europe, et moi, j'ai reçu une carte Starbucks de 10 € avec un petit mot manuscrit, la gratitude enrichit la vie. Tout le monde a ri, trouvant ça mignon. Ils ignoraient que depuis 1 an et demi, chaque paiement qui maintenait notre appartement en vie venait de mon compte, pas du leur. Ce jour-là, debout dans ma robe de diplômée noire, à côté du sourire parfait d'Amélie, j'ai réalisé la vérité. Ma famille n'élevait pas des filles. Elle construisait des investissements. Et quand j'ai finalement cessé de payer, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils ont perdu leur masque. Mais cette partie-là, ils ne l'avaient jamais vue venir. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent des dîners du dimanche, des rires partagés, et l'odeur de quelque chose de chaud sortant du four. Dans l'appartement des Dubois, tout semblait parfait. Des murs en pierre de taille, une porte blanche, des hortensias dans la cour. Mais à l'intérieur, l'amour avait un code vestimentaire, et j'étais toujours mal habillée. Maman, Christine, aimait les apparences. Son sourire pouvait organiser des galas. Son ton pouvait mettre fin aux disputes. Elle croyait plus aux apparences qu'à l'affection. Amélie, ma jumelle, était son chef-d'œuvre, charmante, gracieuse, le genre de fille qui brillait même dans la pénombre. J'étais l'autre, celle qui faisait fonctionner le Wi-Fi et payait les factures à temps. Quand nous avions 10 ans, nous avons joué un petit récital dans une salle de quartier. Je me souviens du léger parfum d'agrumes du parfum de maman et du grincement des chaises pliantes. J'ai joué la sonate au clair de lune de Beethoven, chaque note précise. Quand j'ai eu fini, il y a eu des applaudissements polis. Puis la voix de maman, douce mais acérée, Solène, tu devrais jouer avec plus de sentiment. La musique n'est pas des mathématiques. J'ai hoché la tête. Ma gorge me brûlait. Puis Amélie a joué. Elle a raté des notes, s'est trompée à mi-chemin, mais a souri à travers tout ça. Maman a applaudi plus fort que quiconque. Tu vois, ça, c'est du cœur. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de crucial dans notre famille. Les erreurs enveloppées de charme étaient de l'art. L'effort enveloppé de silence était invisible. Les années ont passé. Je suis devenue la technicienne, la comptable et la réparatrice de la famille. Quand le courriel de papa a été piraté, je l'ai réinitialisé. Quand maman ne pouvait pas se connecter à son identifiant Apple, je m'en suis occupée. Quand le formatage du CV d'Amélie a bugué, je l'ai réparé aussi. Et quand l'avis de remboursement est arrivé, les taux d'intérêt augmentant, la panique rampant dans la voix de papa, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je m'en suis occupée discrètement. Chaque mois, un paiement quittait mon compte avec la note « Contribution de Solène au foyer du bois ». Je ne leur ai rien dit. Peut-être voulais-je croire que l'amour pouvait grandir silencieusement comme une graine plantée dans l'obscurité. Mais dans cette maison, seul ce qui brillait recevait la lumière du soleil. La nuit, je codais pour Medinoff Lab, la lueur de mon écran se répandant sur les murs de ma chambre étudiante. Pendant qu'Amélie postait des photos de soirée sur les toits, je construisais des interfaces pour l'IA médicale. Quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionnait. La première fois que j'ai vu les chiffres de mon compte bancaire dépasser les 5 chiffres, je n'ai pas célébré. J'ai juste fixé l'écran, pensant peut-être que maintenant ils me verront. Ils ne m'ont jamais vu. Alors, quand maman a donné à Amélie ce voyage en Europe et m'a donné cette carte cadeau, ce n'était pas nouveau. C'était juste la plus jolie version de ce qui avait toujours été vrai. Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. C'était silencieux, comme une porte qui se referme. Le dîner de remise de diplôme était censé ressembler à une fin et à un début. Au lieu de cela, il a ressemblé à un verdict. La salle à manger brillait sous le lustre. Le gâteau disait « Félicitations, Amélie et Solène ». Mais son nom était écrit 2 fois plus grand. La voix de maman portait au-dessus du cliquetis découvert. Amélie devra bientôt faire ses valises. Paris d'abord, puis Venise. Elle a toujours eu une telle vision. Papa a levé son verre. Mes 2 filles sont brillantes, mais Amélie, elle a juste cette étincelle de leadership. La table a ri. J'ai souri, coupant une part de gâteau que je n'ai pas goûté. Quand maman s'est tournée vers moi, son ton s'est adouci en cette douceur condescendante qu'elle appelait sagesse.
Solène, ma chère, tu devrais apprendre à être heureuse avec moi. La gratitude enrichit la vie. J'ai hoché la tête, bien qu'à l'intérieur quelque chose se soit fissuré si silencieusement que cela a presque ressemblé à un soulagement. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'Amélie postait des photos de son gâteau, j'étais assise dans ma chambre d'enfance, éclairée par la lueur bleue de mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'application bancaire par habitude. La liste des paiements est apparue, chacun marqué « Contribution de Solène au foyer du bois ». 18 mois, de 3 000 à 200 € chaque mois. La pensée m'a frappée comme de l'eau froide. Il ne s'était même jamais posé la question. Il croyait au miracle, à la baisse des taux d'intérêt, à la gentillesse de la banque, à tout sauf à la vérité, que j'avais tenu ce toit. Le lendemain matin, j'ai arrêté le virement automatique. Cela semblait petit, final. 2 semaines plus tard, papa a appelé. La banque dit que le paiement n'est pas passé. Il s'est passé quelque chose ? Oui, ai-je dit doucement. J'ai arrêté de payer. Silence. Puis sa voix s'est durcie. Solène, tu ne peux pas juste partir. Nous sommes une famille. Tu as l'obligation d'aider. J'ai aidé, ai-je dit, pendant 1 an et demi. La voix de maman s'est jointe à la conversation, tremblante d'incrédulité. Ne sois pas dramatique. Tu as de la chance d'avoir ce que tu as. Ne laisse pas le succès te rendre arrogante. J'ai presque ri. Je ne suis pas arrogante, maman. Je suis fatiguée. Ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils ne comprendraient jamais. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Pas de cris, pas de larmes, juste le son régulier des fermetures éclairs et du tissu plié. Le clair de lune tombait sur le diplôme encore sur mon bureau. Sorbonne gravé en lettres d'or, preuve de tout ce que j'avais construit seule. Quand j'ai quitté la maison en pierre de taille, elle se tenait derrière moi comme un musée de souvenirs que je n'avais jamais choisi de garder. J'ai traversé le pont des Arts, les lumières de la ville se répandant sur la Seine. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Je n'échappais pas à ma famille. J'échappais à la version de moi-même qu'ils avaient besoin que je sois, silencieuse, utile, invisible. Et je n'avais aucune idée que, le temps qu'ils réalisent ce que j'avais cessé de donner, il serait déjà trop tard. Le premier signe est arrivé un mardi matin, une alerte bancaire clignotant sur mon téléphone. Demande d'ajout d'une nouvelle méthode de paiement de secours. Pendant 1 seconde, j'ai cru que c'était un bug. Puis j'ai vu le nom, Michel Dubois, mon père. Il n'avait pas appelé pour demander. Il avait simplement essayé de reconnecter mon compte à leur prêt immobilier, comme si mon argent appartenait toujours par défaut à la famille. Je suis restée très immobile, mon café refroidissant à côté de mon ordinateur portable. Puis j'ai appelé la banque. La voix de la représentante était douce, presque apologétique. Nous avons juste besoin de confirmer. Avez-vous autorisé cette demande ? Non, ai-je dit. Bloquez le compte. Enregistrer l'activité. Je veux un relevé de chaque changement. Le calme m'est revenu comme une mémoire musculaire. J'ai noté le numéro de dossier, la date et l'heure. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier, preuve. À l'intérieur, j'ai commencé à tout rassembler. Confirmation de paiement, courriel bancaire, journaux d'appel. Je n'étais pas émotive. J'étais précise. Chaque fichier était une arme polie en silence. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à Neuilly-sur-Seine. La maison avait le même aspect. Les rosiers taillés, la lumière du porche allumée, mais l'air à l'intérieur était différent, plus lourd. Maman était assise sur le canapé, les yeux rouges. Papa se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée. Amélie était appuyée contre le mur, les bras croisés comme une spectatrice. Papa a parlé le premier. Nous devons parler. Tu sais ce qui se passe si la banque saisit ? J'ai croisé son regard. Alors peut-être que vous comprendrez enfin ce que cela coûte de vivre au crochet de quelqu'un d'autre. Son ton s'est durci. Ne me parle pas comme ça. C'est la famille. Et j'en fais partie, ai-je dit doucement. Mais pas votre banque. La voix de maman a percé, désespérée. Solène, s'il te plaît.
Tu n'as pas besoin de rendre ça plus difficile que ça ne l'est déjà. J'ai pris une lente inspiration. Vous l'avez rendu difficile quand vous avez utilisé ma confiance comme un code de distributeur automatique. Pendant un instant, personne n'a parlé. La vieille horloge tic-taquait au mur. Amélie a finalement murmuré, « Tu réagis de manière excessive. Tu aurais pu simplement leur parler. » Je me suis tournée vers elle, calme, mais acérée. « Tu veux dire comme quand tu as eu un voyage en Europe et que j'ai eu une leçon de gratitude à 10 €? » Son sourire a vacillé. J'ai regardé autour de moi dans le salon. Les photos de famille, le routeur que j'avais installé, la citation encadrée ensemble, nous sommes plus forts que maman aimait. Chaque objet semblait un rappel silencieux du mensonge dans lequel nous vivions tous. J'en ai fini avec cette illusion, ai-je dit doucement. Si vous voulez le contrôle, prenez-le. Mais n'utilisez pas mon nom pour le faire. Puis je suis sortie, fermant la porte derrière moi. Pas de cri cette fois. Juste le silence, le genre qui brûle plus que les mots. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Le dossier « Preuve » attendait. Chaque fichier était net, horodaté, prêt. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de limites. Et la vérité commençait juste à aiguiser son tranchant. Cela a commencé par un clic imprudent. Je mettais à jour mes dossiers fiscaux tard dans la nuit, à moitié endormi, le café froid. J'ai joint un document de mon dossier « Preuve », des captures d'écran de chaque paiement que j'avais effectué pour maintenir le prêt immobilier en vie, et j'avais l'intention de l'envoyer à mon comptable. Mais quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je n'ai pas remarqué que le groupe de courriel de la famille de ma tante était toujours dans le champ CC. Au matin, mon téléphone explosait. « Solène, qu'as-tu fait ?» La voix de maman était essoufflée au téléphone. Derrière elle, j'entendais des tiroirs claquer. Papa criait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. « De quoi parles-tu » ai-je demandé. Tout le monde l'a vu. Hélène l'a posté sur Facebook. Tu as envoyé les relevés de paiement à toute la famille. J'ai ouvert ma boîte de réception. Des centaines de notifications, des captures d'écran, des émojis choqués, des fils de commentaires sous une publication qui disait 18 mois de paiements étiquetés, contribution de Solène. Est-ce que quelqu'un savait qu'elle payait leur prêt immobilier? La publication s'était déjà répandue au-delà de la famille. Des amis de l'église, des voisins, même le groupe de bénévoles de maman l'avait partagé. Certains commentaires étaient gentils, c'est une si bonne fille. D'autres étaient cruels, peut-être qu'elle essaie juste de se faire remarquer. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. L'histoire était sortie et personne ne pouvait la cacher. Cet après-midi-là, mon père a appelé. Sa voix était mise à nu. Plus de prétention. Sais-tu ce que tu as fait? Les gens appellent pour demander si nous t'avons utilisé. Tu as humilié cette famille. J'ai laissé échapper un léger soupir. Non, papa. Je n'ai humilié personne. J'ai juste arrêté de cacher la vérité. Tu aurais pu gérer ça en privé, a-t-il claqué. Je l'ai fait, ai-je dit, pendant 1 an et demi. Il a raccroché. Quelques heures plus tard, le directeur de la banque locale l'a convoqué pour une réunion. La demande de refinancement qu'il avait soumise a été signalée comme historique de paiement instable. La lettre disait que sans mes dépôts, il ne pouvait pas prouver des fonds constants. La maison, autrefois leur badge de fierté, était maintenant un passif. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement une étrange immobilité. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle réarrange simplement le bilan en silence. En quelques semaines, la maison de Neuilly-sur-Seine a été mise en vente. Les voisins chuchotaient. Tante Hélène s'est excusée auprès de moi en privé, disant qu'elle ne voulait pas que les choses se répandent si loin. Mais il était trop tard. L'image parfaite des Dubois s'était fissurée comme de la porcelaine tombée sur du carrelage. J'ai continué à travailler. Chez Medinoff Lab, mes projets se sont développés. Des collègues ont commencé à me poser des questions sur mon approche de conception. Précision silencieuse, ils l'appelaient. L'expression est restée. C'est devenu ma boussole. Quand un investisseur du centre de recherche de la Sorbonne m'a contacté pour un programme de bourse, j'ai hésité avant de dire oui.
Y retourner me semblait étrange, comme entrer dans un endroit qui m'avait jadis rendu invisible, sauf que maintenant la lumière était sur moi. Lors de la présentation, j'ai parlé de la conception centrée sur l'utilisateur dans les technologies de la santé, comment l'empathie et la structure peuvent sauver des vies. Le juge principal m'a serré la main. Ceci, a-t-il dit, voilà à quoi ressemble l'impact. Cette phrase a fait plus pour moi que toutes les louanges que je n'ai jamais reçues de la maison. En quelques mois, j'ai fondé Novamain Santé et Design. J'ai loué un petit bureau près de la place de la Nation, mur en pierre de taille, bureau de seconde main, lumière du soleil se déversant par de hautes fenêtres. Sur le mur, j'ai scotché une feuille de papier blanc avec des mots au marqueur noir. Nous concevons la clarté pour ceux qui sauvent des vies. Le premier contrat est venu de Medinoff elle-même, puis un autre d'une start-up de détection du cancer. Chaque facture payée me semblait récupérer un morceau de moi-même. Et pourtant, tard le soir, je vérifiais encore mon téléphone parfois, m'attendant à moitié à un autre message de maman. Il est venu plus tôt que prévu. Amélie a envoyé un texto, d'abord maman est malade. Papa est déprimé. Ils perdent la maison. C'est toi qui as fait ça. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre, non, Amélie, c'est eux. 2 jours plus tard, elle est apparue à mon bureau. Les mêmes cheveux parfaits, le même manteau de créateur, mais ses yeux semblaient creux. Elle se tenait parmi les plantes en pot et les croquis de prototypes, scannant l'espace comme si cela contredisait tout ce qu'elle croyait de moi. Maman n'arrive pas à dormir, a-t-elle dit doucement. Papa s'effondre. Si seulement tu avais aidé comme avant. J'ai interrompu. Comme avant, quand je payais en silence et qu'ils appelaient ça de la chance. Ses lèvres ont tremblé. Tu as changé. Ai-je dit. Vous ne m'aimiez que quand j'étais utile. Pendant une seconde, elle a semblé vouloir argumenter, mais aucun mot n'est venu. Elle s'est retournée et est partie, son parfum s'est estompé dans le couloir. Ce soir-là, je suis passé devant l'ancien quartier. La maison en pierre de taille était sombre, un panneau à vendre planté dans la pelouse. Par la fenêtre, j'ai vu des cartons empilés là où les rires résonnaient autrefois. Je me suis garé une minute, les mains sur le volant, regardant la lumière des lampadaires peindre des rayures dorées sur le pare-brise. Ma poitrine ne me faisait pas mal. Je me sentais calme, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que j'avais enfin expiré. Le lendemain, le journal local a publié un petit article, Maison familiale saisie suite à un litige hypothécaire. Je ne l'ai pas lu 2 fois. Quelques semaines plus tard, alors que je préparais des diapositives pour une conférence, j'ai reçu un appel inattendu de maman. Sa voix était petite, fissurée sur les bords. Solène, je voulais juste te dire que je suis désolée. Ces mots avaient vécu dans ma tête pendant des années, mais je n'aurais jamais cru les entendre à voix haute. Je sais ce que j'ai fait, a-t-elle murmuré. Je t'ai traité comme un portefeuille, pas comme une fille. Et maintenant je vois ce que cela a coûté. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. Pour une fois, elle n'a pas rempli l'espace d'excuses. Finalement, j'ai dit, je te pardonne, maman. Mais le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Elle a commencé à pleurer doucement. Je voulais juste que tu saches que je suis sincère. Je sais, ai-je dit. Et c'est suffisant. Quand l'appel a pris fin, j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La ville scintillait sous la lumière hivernale, la Seine argentée sous le ciel. Ils avaient perdu la maison qui les définissait. Mais j'avais construit quelque chose qui ne pouvait pas être saisi, mes limites, ma paix. La justice n'était pas venue avec des sirènes ou des discours de vengeance. Elle était venue dans le calme, le genre de calme où la vérité respire enfin. Je suis tombée sur maman par accident un après-midi de fin d'hiver. Le Monoprix de Saint-Germain-des-Prés était chaud et lumineux malgré le froid extérieur, l'air sentant les oranges et le pain frais. Je tendais la main vers une botte de Packoi quand je l'ai entendue. Sa voix tremblante, fragile. Solène. Je me suis retournée. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Son manteau trop grand, ses cheveux parsemés de mèches argentées. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Puis elle s'est rapprochée, les yeux vitreux. Je ne veux pas faire d'excuses. Je veux juste dire que je suis désolée.
Sa voix s'est brisée. Je pensais t'apprendre la gratitude. Je t'apprenais à disparaître. J'aurais dû te protéger, pas l'image de notre famille. J'ai serré la poignée du caddie, sentant le métal froid contre ma paume. Je t'ai déjà pardonné, maman, ai-je dit doucement. Mais je ne reviens pas. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas que tu reviennes. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. La musique du magasin a basculé sur Moon River. La même mélodie que lors de notre récital d'enfance, seulement plus douce, plus lente. Pendant un instant, le temps s'est replié. Je n'étais plus en colère, juste fatiguée et libre. Quand elle a tendu la main, je ne me suis pas dérobée. Je lui ai pressé légèrement la main. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je murmuré. Elle s'est retournée, marchant vers la caisse. Le manteau gris pesait lourd sur ses épaules. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'allée. Dehors, l'air était vif et pur. Les lumières de la ville scintillaient sur le trottoir mouillé, et j'ai réalisé que le pardon n'était pas une porte vers le passé. C'était un pont vers l'avenir. Cette nuit-là, je me tenais près de la fenêtre de mon appartement, une tasse de thé réchauffant mes mains. Paris scintillait au-delà de la vitre, stable, vivante, imperturbable. Sur le mur au-dessus de mon bureau étaient accrochées deux choses, la carte cadeau encadrée de 10 € de mon diplôme, et le certificat portant Novamain Santé et Design. La carte me piquait autrefois. Maintenant, elle me rappelait le chemin parcouru. J'ai souri, me murmurant à moi-même, la gratitude ne signifie pas baisser la tête. Cela signifie savoir quand la lever. Si vous avez déjà tourné le dos à des gens qui aimaient ce que vous donniez mais pas qui vous étiez, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous, car le silence mérite une voix, et ce soir, la mienne l'a enfin.